Alors, salut Thierry. Bonjour Steph. Merci nouveau de m'accueillir chez toi pour ce nouvel entretien. Et aujourd'hui, on va parler particulièrement de ta raison, pourquoi tu es ici et quel est ton but premier. Et donc, on va parler de Païtiti. Alors, beaucoup de gens connaissent le mot, mais à mon sens, ne connaissent pas vraiment ce qu'est Païtiti. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Païtiti? Alors Paititi, c'est un site archéologique que l'on recherche, mon équipe et moi, en Amazonie péruvienne depuis une vingtaine d'années. Pour d'autres, c'est un site archéologique qu'ils recherchent depuis près de 5 siècles, puisque les premières expéditions lancées sur les traces de Paititi datent de 1534. Les Espagnols arrivent au Pérou après plusieurs tentatives. Je parle de Francisco Pizarro. En 1532, il avait déjà fait quelques tentatives, 3 expéditions à partir de 1527. Et la conquête se réalise, on va dire, en 1532. Alors les Espagnols arrivent au nord du Pérou. Ils apprennent que le pays est en proie à la guerre civile entre Atahualpa, le fils d'Atahualpa, le fils bâtard de Huayna Capac, pardon, auquel l'Inca, mort en 1527, avait donné tout le nord de l'Empire, ce qui correspond aujourd'hui à l'équateur actuel, le royaume de Quito. Lui-même, Atahualpa, était donc fils bâtard de Huayna Capac et de la princesse du royaume de Quito. Et c'était aussi son fils préféré. Mais il avait quand même laissé à sa mort pratiquement l'intégralité de l'Empire au fils légitime, l'héritier légitime, Huáscar. Et donc lorsque Pizarro arrive au Pérou, il trouve qu'un pays en plein chaos politique avec Atahualpa et Huáscar qui s'affrontent depuis 5 ans. Et justement, lorsque Pizarro arrive au large de Tumbes, il apprend que Atahualpa vient de défaire Huáscar dans une grande bataille qui avait eu lieu quelques semaines auparavant dans la région de Cajamarca. Et Atahualpa était dans ces quartiers impériaux de Cajamarca. Et donc Atahualpa venait de prendre le contrôle sur l'intégralité de l'Empire Inca. Et Pizarro donc propose à Atahualpa une entrevue. Alors pendant plusieurs semaines quand même, Atahualpa refuse de rencontrer les Espagnols. Il se regarde comme ça de biais. Il se demande quels sont ces mystérieux hommes blancs qui arrivent sur des animaux inconnus. Ils semblaient être des centaures, comme on les dépeint dans la Grèce antique. Et il se souvenait sûrement de ces prophéties qui annonçaient la venue prochaine d'étrangers, ces Huiracocha, de blancs barbus qui viendraient prendre possession de l'Empire. Et donc à un moment donné, Atahualpa accepte la rencontre et les Espagnols font le coup de Cortés. En fait, la grande référence de Pizarro, c'était son cousin Germain Cortés qui avait mis à terre l'Empire aztèque et Moctezuma. Et Pizarro va essayer de faire la même chose. Donc je passe tous ces détails. Il capture l'empereur Atahualpa et l'empereur il fait 10 000 morts en même temps. Hein. Et Atahualpa propose de verser aux Espagnols une rançon fabuleuse. Et en un mois, il propose de remplir d'or la salle dans laquelle il est séquestré jusqu'à la hauteur de sa main levée. Et de remplir 2 autres salles de son palais d'argent. Et donc en un mois. Alors Pizarro accepte. Et donc l'or commence à affluer de tous les coins et recoins de l'Empire. La rançon est payée aux Espagnols, mais les Espagnols
Pizarro maintiennent Atahualpa en geôle. Donc c'est là que commence un peu la légende. On dit que Atahualpa aurait proposé aux Espagnols une rançon encore plus importante. Et il aurait dépêché la Coya, c'est-à-dire son épouse, pour acheminer cette fabuleuse rançon des quatre coins de l'Empire, mais surtout de la région de Cusco, parce que c'était le centre politique, donc le plus opulent du Tahuantinsuyo. Et là, on parle de 10 ou 20 000 lamas chargés d'or, alors quand tu sais qu'un lama peut charger 35 kilos, à peu près, on fait une petite multiplication et on voit que ce sont des quantités fabuleuses de trésors qui étaient en train d'être convoyés vers Cajamarca. Sauf que à l'époque, il y a un autre conquistador, Diego de Almagro, qui vient faire concurrence à Pizarro. Et Pizarro comprend qu'il devait liquider le destin, le cas Inca, le cas Atahualpa, pour continuer la conquête du Pérou, sinon d'autres conquistadors allaient le doubler. Et donc, il condamne Atahualpa après un procès inique et totalement débile, d'idolâtrie, de polygamie, etc. etc. Et bref, il finit exécuté. Et avant même que la seconde rançon n'ait été payée aux Espagnols. Et donc, on dit que les Incas, conduits par la Coya, apprenant le décès de l'exécution d'Atahualpa, auraient fait demi-tour. Et le plus gros de ce convoi, qui venait de Cusco, aurait pris la direction de la forêt amazonienne. Et c'est à ce moment-là que l'on entend parler de Paititi pour la première fois. Alors Paititi, Paitité, Paikikin, on ne sait pas très bien. Et alors on se demande depuis l'époque ce que c'était que Paititi. Est-ce que c'est un fief secret des Incas en forêt amazonienne? Est-ce que c'est un royaume enchanté tel l'Eldorado avec des établissements, des rues, des temples d'or et d'argent? C'était le grand fantasme à l'époque. Il faut se rappeler qu'on est en 1532 et quelques années auparavant, vers les années 1526, est né le mythe de l'Eldorado, lorsque les Espagnols, petit à petit, entendant parler d'un grand royaume opulent vers le sud, commencent à faire l'exploration de l'Amérique du Sud en passant par Panama, en partant par Panama, et donc à un moment donné, ils arrivent sur les rives de la Colombie, et puis ils voient un cacique qui se fait enduire d'huile et de poussière d'or, rentrer dans un lac, et les paysans, la population de cette région qui lui jetait des offrandes d'or dans l'eau. Et ça a eu un tel impact sur les Espagnols que naît ici la légende de l'Eldorado. Et lorsque les Espagnols arrivent au Pérou, lorsqu'il y a cette légende, non pas cette légende, cette affaire de deuxième rançon, où on parle de montagnes d'or, etc., se transpose le mythe de l'Eldorado à Paititi. Et ici, aujourd'hui encore, beaucoup de personnes qui parlent d'Eldorado, qui parlent de Paititi, pardon, ou qui recherchent Paititi Eldorado. Et c'est le grand drame de ce site, puisque la plupart des explorateurs qui recherchent Paititi recherchent Paititi pour cette légende d'or. Et c'est une légende donc qui a inspiré beaucoup de cinéastes, par exemple Aguirre, La colère de Dieu, d'Herzog. C'est la recherche de Paititi dès 1534, lancée par Hernando Pizarro, un cousin de Francisco Pizarro. Il recherche déjà Paititi. Et alors, il y a eu des générations de personnes d'explorateurs, qui ont cherché ce site pour retrouver le trésor perdu d'Atahualpa. Encore une fois, on parle de tonnes d'or. Alors même si ce n'est pas de l'or pur, c'est quand même le trésor le plus fabuleux de l'histoire de l'humanité.
Déjà, le premier trésor versé par Atahualpa aux Incas, aux Espagnols, pardon, après un mois, a constitué en soi le plus grand butin de l'histoire de l'humanité. Et la deuxième rançon aurait été plus fabuleuse. Et aujourd'hui encore, on trouve des lieux où l'on parle du trésor perdu des Incas. Par exemple, en Équateur, il y en a beaucoup qui recherchent, il y a un Français, Philippe Esnos, qui recherche le trésor perdu d'Atahualpa en Équateur. Parce que les convois venaient des quatre coins du Tawantinsuyu. Donc il n'est pas étonnant de trouver ici et là des légendes de trésors locaux liés au trésor d'Atahualpa. Mais le plus important, c'est celui qui a été caché à Paititi. Et nous, c'est absolument pas... pour moi, c'est évident, mais je le signale quand même, ce n'est pas du tout cet aspect-là de la recherche de Paititi qui nous intéresse. Ce qui m'intéresse, moi, c'est Paititi comme relique d'une civilisation perdue. Alors, qu'est-ce que c'est que Paititi? Pour nous, Paititi, ça a peut-être été une ville secrète des Incas, mais peut-être la capitale de l'Antisuyu. L'Empire Inca était divisé en 4 grandes régions, Collasuyu, Kuntisuyu, Chinchasuyu et Antisuyu. Et l'Antisuyu, c'était la région amazonienne de l'Empire Inca, dont le centre, c'était le Coricancha de Cusco. Depuis le Coricancha partaient les 4 grandes régions, les 4 grandes routes de l'Empire Inca. Et donc l'Antisuyu, c'était la forêt amazonienne, on ne connaît d'ailleurs pas ses limites exactes, et la capitale de l'Empire de l'Antisuyu, c'était peut-être Paititi. Alors Paititi, c'était peut-être aussi une ville qui a précédé les Incas, c'est-à-dire une ville qui aurait été bâtie par les ancêtres des Incas, et on parle peut-être des Wari. Et c'est l'hypothèse que nous, ici à l'Institut Incari, on soutient. On pense que Paititi aurait peut-être été une grande ville Wari, peut-être la première capitale des Incas. Alors, les Incas, je parle des premiers Incas qui seraient au départ des chefs Wari. Je parle de Manco, les premiers Incas de la légende, tu vois, avant Pachacutec, avant la fondation de l'Empire. Et Paititi aurait été la capitale, la première capitale des Incas, capitale amazonienne, avant qu'ils n'arrivent dans la vallée de Cusco et fondent la Cusco précolombienne. Et donc, nous, on recherche cette grande ville qui n'aurait pas été envahie par les Espagnols, une ville Wari, mais qui aurait sans doute été colonisée par les Incas à la dernière époque de l'Empire Inca, peut-être à l'époque de Pachacutec. Il y a des chroniques, c'est Garcilaso de la Vega notamment qui en parle, qui dit que à l'époque, au moment de la conquête, en fait, les Incas avaient envoyé des délégations à Paititi, et l'un des fils de l'empereur Inca de l'époque se serait marié à une princesse de Paititi, et quelques dizaines d'années après, il serait revenu vers Cusco, et Cusco était déjà occupé par les Espagnols. Et donc on a l'impression que Paititi, même pour les Incas, c'était un lieu un peu mystérieux, un peu légendaire, que c'était une terre très éloignée. Hein, et c'est ça qui fait tout le sel de cette recherche. Et Paititi, donc une ville secrète, un bastion d'une civilisation perdue en forêt amazonienne, non encore touchée ni par les Espagnols, ni par l'homme moderne, c'est ce que l'on espère. Et pour moi, le grand trésor de Paititi, celui qu'on recherche, c'est la trace de l'écriture. Si Paititi n'a pas été touché par les Espagnols ou par les Huaqueros, ça c'est encore un autre thème, il y a peut-être des traces d'une écriture plus ancienne que la civilisation Inca, et dont il resterait des reliques, peut-être des tablettes à Paititi. À 1 kilomètre d'ici, de l'Institut Incari, dans les hauteurs de Santiago, il y avait un temple qui s'appelait El Puquincancha. Et c'était un peu les archives nationales de l'Empire Inca. C'est là où les Incas entreposaient non sellement les quipus, les cordelettes à nœuds qui leur servaient à
à faire leurs statistiques et à contrôler les stocks d'or, les stocks de céréales, etc. de l'Empire Inca. Ça leur permettait d'organiser l'Empire. Mais d'après les chroniqueurs, dans le Pukin Kancha, il y avait aussi des tablettes en or, des tablettes en bois qui étaient écrites d'une écriture perdue. Et les Incas auraient caché le contenu du Pukin Kancha quelque part, peut-être à Paititi. Et donc pour moi, si on arrivait à trouver ce grand trésor, eh bien, ce serait un miracle pour l'histoire de ce continent et pour l'archéologie moderne. Parce que l'histoire commence avec la naissance de l'écriture. Et c'est la grande incongruité de la civilisation inca d'avoir été en avance d'un point de vue astronomique, de l'organisation politique, etc. Mais de ne pas avoir connu la roue. Ils n'avaient pas de roue chez les Incas et on dit qu'ils n'avaient pas d'écriture. Alors même que le quechua possède le terme écriture, c'est le mot quelca. Quelca signifie écriture. Et il y a toute une lexicographie qui tourne autour de la notion d'écriture. Le mot livre, le mot lettre existe. Et donc on n'a pas d'exemple dans l'histoire des civilisations de l'existence de mots qui ne reflètent pas une réalité quelque part. Et tout ce qui tourne autour de la quelca est bien distinct chez les Incas, dans la langue quechua, de ce qui tourne autour du quipu, des cordelettes à nœuds. Donc c'est vraiment deux choses distinctes, et aujourd'hui on n'a pas de trace de cette écriture. Et c'est l'une des grandes énigmes que l'on pourrait résoudre peut-être en découvrant Paititi. Et c'est toute la recherche que nous on organise ici à l'Institut Incaré depuis une vingtaine d'années. Alors Thierry, il me semble qu'en 1998, tu as déjà fait une tentative pour localiser le site de Paititi. Est-ce que tu peux nous expliquer les conditions et comment s'est passée cette aventure? Mal. Alors en fait, tout est parti pour moi d'un voyage aux États-Unis quand j'étais ado avec mon père. J'étais allé à New York et je me suis blessé le pied. Et on va dans un cabinet médical et je suis dans un salon en train de patienter pour qu'on me recouse. Et je tombe sur un magazine, le New American Explorer Magazine. Et c'était même l'édition numéro 1. Et il faisait état de mystérieuses formations, de mystérieux points. D'ailleurs l'article est intitulé The Dots of Pantiacoya. Et on parlait de peut-être les points qui correspondaient à d'anciennes ruines. Et c'est un article de 1977. Et il y avait eu des survols de cette région quelques années après, dans les années 78-79, et on avait découvert que ces points correspondaient à d'immenses pyramides. Et donc pendant toutes les années 80, le Pérou a été secoué par le sentier lumineux, et il n'y avait pas eu d'expédition pour savoir de quoi il en était. Et on parlait dans cet article d'une cité égyptienne, d'une ancienne cité atlante. On parlait même, tu vois, d'une base extraterrestre. Et évidemment, on parlait de Paititi également. Et moi, ça m'a fait tilt. Et je me suis dit, ben voilà, alors j'étais déjà passionné par la recherche des civilisations perdues. J'étais passionné par Tintin, les mystérieuses cités d'or. Je suis de la génération de ceux qui regardaient ça au début des années 80. Et je me suis dit, ben voilà, je veux percer le mystère de ces pyramides. Et donc j'ai essayé de monter une première expédition en 96. Et à cette époque, Gérard Rolls m'avait relayé sur Europe 1 dans une émission qui s'appelait Système G. Et il m'avait trouvé des partenaires à droite, à gauche. Et puis c'est là que j'ai pu sceller une alliance, un partenariat avec Spotimage, à l'époque basé sur Toulouse, qui est devenu Astrium et qui aujourd'hui est devenu Airbus Defended Space.
et qui n'a pas cessé de m'appuyer dans mes recherches pendant toutes ces 20 années écoulées. Et en 98, j'essaye de monter ma première expédition vers ces pyramides, je suis arrivé à 20 km des lieux, et j'avais aucune expérience à l'époque, mais bon, les erreurs forment l'expérience. Et donc, on n'est pas allé très loin. J'y suis allé un peu à la fleur au fusil. J'avais 30 000 francs à l'époque. Et voilà. Donc, j'ai dû attendre 2001 pour lancer ma nouvelle expédition. Mais quand même, lorsqu'on s'est approché des pyramides de Paratoari, je me suis familiarisé au fait que ça pouvait être des restes de Paititi. Et en 98, je n'ai pas atteint le but, mais j'ai fait la connaissance de Nicole et Herbert Cartagena, qui sont un couple de Français qui ont consacré une partie de leur vie, du moins dans les années 70, à la recherche de Paititi. Et en 1979, Nicole et Herbert ont découvert en forêt amazonienne, dans la forêt du parc national du Manu, une petite cité agraire qu'ils ont baptisée Mameria. Et Mameria constitue la première preuve scientifique de la présence permanente des Incas en forêt amazonienne. Et c'est donc la première preuve matérielle de la possible ou de la probable existence d'un grand centre de population, comme pouvait l'être Paititi, à quelques encablures de Mameria. Tu vois. Et alors, Nicole et Herbert sont devenus au fil des ans un peu des parents putatifs. Et j'ai fait, à partir de 2001, toutes mes premières expéditions avec Herbert Cartagena. Et c'est lui qui m'a tout appris, la survie en forêt amazonienne, comment faire un camp de base, comment marcher en forêt amazonienne, comment se repérer, etc. Et on a fait une bonne dizaine d'expéditions ensemble. Et donc à partir de 2001, 2001 c'est vraiment le départ de mes recherches. En 2001, grâce à Christian Fardou, qui est devenu mon papounet, on a financé une nouvelle campagne. On a réussi à arriver aux pyramides de Paratoari. Alors d'immenses pyramides sur 2 rangées, 22 formations géométriques qui semblent défier le bon sens. Et une grande déception aussi, parce que quand on est arrivé sur le site, on a vu que c'était très chaotique et qu'il n'y avait pas de site, il n'y avait pas Paititi. Paititi n'était pas au rendez-vous, mais pourtant, on a toujours eu l'impression de ne pas avoir posé les bonnes questions aux pyramides, dont certaines semblent avoir été retravaillées par l'homme. Et on avait trouvé à l'époque du matériel archéologique d'origine inca qui confirmait la présence des Incas dans le périmètre des pyramides de Paratoari. Et donc on a toujours eu l'impression qu'une cité était peut-être accolée à ces pyramides qui avaient peut-être été utilisées par les Incas pour des raisons cérémonielles. Les montagnes, surtout si elles sont pyramidales, ont toujours été une fascination pour les Incas. Les Incas appelaient ces montagnes des apous, c'est-à-dire des divinités. Et donc, entre 2001 et 2006, toutes mes expéditions vont se concentrer sur les pyramides de Paratoari et sur un site incroyable situé à 10 km au nord des pyramides, les fameux pétroglyphes de Pucharo, que l'on a réussi. Alors ça, c'est en soi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce sont des pétroglyphes gravés sur une grande paroi, une immense paroi qui fait 27 mètres de long, 4 mètres, 6 mètres de haut, et des pétroglyphes qui ont été signalés pour la première fois en août 1921 par un frère dominicain, Vicente de Senitagoya. Et lui, il pensait avoir vu des lettres à moitié gothiques, à moitié latines, et il était persuadé que des apôtres étaient venus évangéliser les Matsigangas à cette époque. Et alors beaucoup d'explorateurs
au cours du XXe siècle. On avait entendu parler après des pétroglyphes de Pucharo et on considérait qu'il s'agissait des preuves d'une civilisation perdue en forêt amazonienne. Et donc nous, alors mes amis Nicole et Herbert étaient allés à Pucharo dans les années 70 et pour la première fois, Nicole et Herbert avaient pensé que les pétroglyphes de Pucharo pouvaient être une espèce de carte géographique mémoire. C'est eux qui parlent de ce terme dans leur bouquin Paititi, Dernier refuge des Incas, publié chez Robert Laffont en 1980. C'est les premiers donc à avoir pensé qu'il pouvait s'agir d'une carte géographique mémoire, mais ils n'avaient pas de clé pour pouvoir les déchiffrer. Ce qui leur disait ça, c'est qu'il y avait certains signes en zigzag qui paraissaient correspondre à des silhouettes de montagnes ou à des fleuves. Et donc moi j'y vais pour la première fois avec Herbert en 2001, après l'expédition au Paratoire. Et moi c'est un site qui m'a toujours fasciné. Alors que dans les pyramides, on sent énormément d'agressivité, d'énergie négative dans les pyramides. On a toujours eu des problèmes quand on est allé dans les pyramides, d'ordre personnel, des problèmes humains, comme si c'est très électrique dans les pyramides. C'est vraiment quelque chose de mystérieux, on va dire. En arrivant à Pucharo, c'était tout le contraire. Des ondes très positives. On a vraiment l'impression, j'ai toujours eu l'impression d'être le bienvenu à Pucharo. Et là, les Apus nous ont vraiment favorisés, je crois, parce qu'on a vu des phénomènes très particuliers à Pucharo. On a vu qu'apparaissaient et disparaissaient des figures à une heure bien précise du jour. À partir de 11 h, on voit apparaître des bas-reliefs, ils disparaissent vers 13 h, tu peux coller ton œil dessus, tu vois rien. Et puis on a vu des visages immenses, des géoglyphes dans la montagne. Même phénomène, ils apparaissent et disparaissent à une heure bien précise, c'est-à-dire vers midi, quand la lumière est latérale, tu les vois. Et donc, vraiment, ça nous a énormément impacté. Et je me suis promis de retourner à Pucharo. Et donc, j'y suis retourné 5-6 fois. Et en 2006, j'y suis allé avec mon ami Alain Bonnet. Et toute mon équipe de l'époque. Et on y est resté 2 semaines. On a nettoyé la roche. Alors, toujours dans le cadre de projets présentés au ministère de la Culture, avec des archéologues professionnels, etc. Et on a vu des choses, on a fait des découvertes extraordinaires à Pucharo. Par exemple, on a vu que on a nettoyé la roche, donc sont apparues de nouvelles figures. Et on a vu notamment des visages d'animaux, un puma, on a vu un poisson, et puis un lama. Et puis on a découvert surtout tous ces visages regardaient un personnage. Et on a le profil magnifique d'un empereur inca. Et alors, d'après Garcilaso de la Vega, cette région avait été conquise par les Incas au XVe siècle. Vers la fin du XVe siècle, par le fils aîné de Pachacutec, l'empereur Tupainca Yupanqui. Et donc, on a sûrement ici la silhouette de l'empereur inca Tupainca Yupanqui. Et on a découvert également une chacana, c'est-à-dire une croix andine. Et alors c'est incroyable, parce que la croix andine, avec ses 4 branches, symbolise le Tawantinsuyu. Et dans cette croix andine, ça ressemble à une croix latine, il y a, alors tu as la croix qui a cette forme, et tu as une croix à l'intérieur. C'est-à-dire que les Incas ont voulu signaler la position de Pucharo dans l'Empire Inca. Et l'incroyable théorie de Nicole et Herbert Cartagena, de la carte géographique mémoire, a été confirmée. Et alors je passe évidemment, parce qu'on a passé des semaines à Pucharo, et j'ai écrit un bouquin, c'est Pucharo, la Memoria recobrada de los Incas.
Et c'est pas pour en faire de la pub, mais c'est le premier document scientifique qui détaille ce que c'est que Pucharo. Pucharo, il y a plusieurs parois, hein, mais pour nous, c'est vraiment la pierre de Rosette de la civilisation inca. On a réussi, grâce à Pucharo, à localiser une douzaine de sites archéologiques. Alors c'est fabuleux parce que on a réussi, comment dire, à découvrir des soleils. Il y a un soleil au zénith, un soleil levant et un soleil couchant. Ça te donne le nord, et donc dans une carte, tu as besoin du nord. Mais tu n'as pas besoin, tu as besoin du nord, mais pour comprendre une carte, il faut que tu puisses te situer face, dans cette carte. Tu sais, un point rouge, vous êtes ici. Eh bien, ce point rouge, les Incas l'ont représenté dans la carte de Pucharo. On a une silhouette de montagne, et alors on s'est aussi aperçu que sur plusieurs sites, il y avait un signe en forme de point d'interrogation. Et on a vu qu'à chaque fois qu'il y avait ce point d'interrogation, il y avait de l'eau. De l'eau qui coule. Et donc on s'est dit que, et parfois même on a ce point d'interrogation dans un cartouche. Et donc il semble que ce signe en point d'interrogation, dans la langue perdue des Incas, la Kelka, ça signifie l'eau qui coule. Tu vois? Et donc on a aperçu cette forme de montagne, le point d'interrogation dans le creux de cette montagne, et sur le flanc gauche de cette silhouette, il y avait une croix avec une représentation anthropomorphe qui était la représentation exacte de l'un des géoglyphes qui est sur la paroi face au pétroglyphe de Pucharo, à côté du pongo de Pucharo. Et donc cette silhouette, avec la croix et le visage, représente en miroir les pétroglyphes de Pucharo. Je ne sais pas si je suis bien clair. Et donc à partir du moment où sur une carte, tu as le nord, le sud, l'est, l'ouest, et que tu as ta propre situation, localisation, et ben tu peux voyager dans une carte. Et c'est ça le message principal, selon nous, de Pucharo. Et quelque chose de très important également, c'est que ce n'est pas non seulement une carte, c'est une représentation en 2D de l'Empire Inca, mais réalisée par les Incas eux-mêmes. D'ailleurs, il y a énormément de sites archéologiques, il y a des données géographiques, plein de petites croix qui fonctionnent avec les soleils, des soleils qui apparaissent et qui disparaissent. Et puis il y a aussi, comme je viens de le mentionner, la présence de signes idéographiques, qui certains sont même dans des cartouches, tu vois, et qui renvoient véritablement à une écriture. Et c'est très probablement une relique de cette écriture perdue des Incas. Et je t'assure, j'ai des frissons quand je t'en parle, parce que c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et en 2006, donc, grâce à cette étude, on a eu l'impression que Paititi était indiqué sur la paroi principale quelque part au nord-ouest de Pucharo. Et alors les traditions disent que Paititi aurait été construite près de 2 lacs jumeaux. Donc à partir de 2007, avec mon comparse Herbert Cartagena, on va étudier les cartes modernes telles que celle-ci, et on va les mettre en parallèle avec les informations de Pucharo. Et en 2008, on tombe sur une zone particulière que je peux te montrer, qui est située ici, tu vois, qui montrait comme 2 sortes de réservoirs qui étaient peut-être ces fameux lacs jumeaux de la légende. Et on s'est dit, punaise, c'est ici Paititi, tout semble confirmer à la localisation de Paititi. Et c'était aussi une voie de pénétration extraordinaire vers la forêt amazonienne que les Incas avaient peut-être choisi pour
pour s'établir et contrôler la forêt amazonienne de cette zone d'Amérique du Sud. Et donc à partir de 2008, on se lance avec Herbert dans une expédition vers la zone rouge, on va appeler ça la zone rouge. Et entre-temps, mon premier bouquin est diffusé en France chez Hugo et compagnie. Et grâce à ce bouquin, je rencontre un mec incroyable. Mais tu vas voir, Steph, que les choses c'est incroyable. Les rencontres sont fabuleuses. Grâce à ce bouquin, un certain Mario Martinez me contacte. Il est passionné par cette histoire de la recherche de Paititi. À cette époque, moi je suis entre Paris et Cusco. Hein, je loue un petit appart dans le 17e, et donc on se rencontre sur Paris. Et alors moi, une partie de mes amis, de ma base, c'est Toulouse. Malgré tout, j'habite régulièrement à Toulouse quand je suis en France, et mon papounet, Christian Fardou, qui est devenu mon père de cœur, etc., qui a financé 2001, 2002, et qui vraiment suit cette recherche de Paititi avec passion. Il est venu plusieurs fois ici à Cusco. Et donc, Mario Martinez décide de financer ma campagne de 2009. Et la coïncidence extraordinaire, c'est que, bon, ils sont d'origine pied-noir, ils habitaient à Oran, et quand l'Algérie est devenue indépendante, eh bien, ils sont venus s'établir à 200 mètres de chez Christian. Et il a un frère jumeau qui s'appelle Juan, et qui vit à 200 mètres de chez Christian Fardou, mon papounet de cœur, etc. Et c'est quand même extraordinaire, il y a 36 000 communes en France. Et Mario Martinez, grâce à qui j'ai non seulement ma campagne de 2009, mais pendant 10 ans, tu ne vas pas me croire, pendant 10 ans, il va me financer tous les mois, il va me donner de l'argent tous les mois pour me permettre de consacrer mes recherches ici à Cusco, en Amérique du Sud, pour ne pas m'obliger à chercher un boulot d'enseignant en France, etc. Et donc, c'est vraiment... j'ai rencontré dans ma vie des hommes providentiels qui m'ont permis de faire ces recherches. Donc en 2009, c'est un grand tournant dans mes recherches. Avec Nicole, alors on loue un hélicoptère avec l'armée. Et à cette époque, il y avait TF1 dessus pour grand reportage. Je vous renvoie à la cité Paititi, la cité perdue des Incas, de reportage qui est toujours consultable sur YouTube, je pense. Et on fait ça donc dans le cadre de TF1. Et alors une partie de mon équipe va aller à pied vers la zone rouge, mais avant, l'idée c'était d'aller à Mameria, parce que je voulais connaître Mameria. 1979, la découverte de Mameria. 2009, on retourne à Mameria 30 ans plus tard avec Nicole de Cartagena et avec Mario. Bon, ça a été quelque chose d'absolument fou cette histoire. Donc une partie de mon équipe avec moi, on part à pied vers la zone Cuscoela, tu vois, donc on part en 4x4 jusqu'à cette zone-là à peu près. Ensuite on prend des mules et on va dans cette vallée qui s'appelle la vallée de Lacoyavero. Et on rejoint la zone de Mameria qui est située ici. Une épopée extraordinaire, 2-3 semaines de terrain, qui nous fait découvrir cette vallée qui est inconnue. La vallée de Lacoyavero, Hiram Bingham, des explorateurs au XVIIe, au XVIIIe siècle, Nicole de Cartagena y sont passés, mais aucune recherche archéologique officielle. On découvre une vallée des merveilles. Tous les kilomètres, on tombe sur, j'en ai encore des frissons quand je t'en parle, on tombe sur des sites archéologiques complets. Des petites cités peuplées de dizaines, de centaines d'édifices. On se dit, mais comment c'est possible? Et vraiment, alors, on n'était pas arrivé à la zone rouge, qu'on avait déjà été remercié par les Apous, par ces découvertes extraordinaires. On arrive à Mameria, on fait une étude scientifique avec des archéologues, et puis on reste 2 semaines à Mameria, et
2 semaines après, il y a un hélicoptère, donc on fait un héliport qui vient avec Nicole de Cartagena. Mario était censé être en France. Et Herbert lui dit oh, tu devrais venir faire la surprise à Thierry, etc. En plus, on avait un système de téléphone satellite qui fonctionnait avec un ordinateur. Et on avait mis cet ordinateur sur une mule. Elle s'était bigné le cul. Et mon ordinateur, il était niqué. Et donc, c'était déjà un problème pour faire des liaisons avec des médias, notamment avec TF1. Le jour de l'hélicoptère, Mario apparaît, alors moi j'embrassais des amis archéologues qui venaient, et je me retourne, il y a Mario Martinez avec l'ordinateur. Ça a été plein d'émotions. Il faut te dire aussi que cette expédition dans le parc national du Manou avait été très compliquée. On l'avait préparée pendant 2 ans parce qu'il y avait des natifs en isolement volontaire et on avait peur de se faire massacrer.